Ce vendredi, la deuxième partie de mon entretien avec le professeur Ambroise Com, que je remercie encore une fois de m'avoir donné autant de son temps en janvier. C'était juste après les fêtes. Donc voilà, je vais vous dire que l'entretien a fait plus de 2 heures, presque 2h30. Et que voilà, il a fallu la couper, quoi. Il a fallu couper l'interview en 2 parties. Cette deuxième partie fait malheureusement plus d'1h10, mais je pense que cela vaut la peine de prendre le temps de l'écouter. Il y a une partie importante que nous avons dû enlever parce qu'elle porte sur Victor Fotso et sur des choses, voilà, j'en ferai un épisode en mars parce que vous savez qu'en mars, cela fera 5 ans, le 19 mars que Fotso Victor, mon père, est décédé. Donc voilà. Donc, deuxième partie de mon entretien avec Ambroise Com, il discute encore une fois de l'université au Cameroun, de son expérience aux États-Unis, expérience que nous partageons. Et voilà, on parle du Cameroun, de l'Afrique et de ce qu'il faut pour véritablement avancer. Voilà, avancer. Nous partageons probablement le même constat sur la réalité camerounaise, qui encore une fois n'est pas probablement celle de tous les pays africains. Mais je pense que la chose que nous avons, je dis nous pour parler de ceux qui ont l'Afrique en commun d'une manière ou d'une autre, est ce besoin que nous avons de faire en sorte que le continent tout entier avance enfin euh, ce millénaire et que nous nous réapproprions non seulement notre présent et notre avenir, mais notre passé. Je pense que toutes ces choses-là vont ensemble. Donc voilà, une deuxième partie de mon entrevue avec Ambroise Com. Des extraits seront mis en mars sur ce qu'il a dit sur Fotso Victor. Et voilà, Mienté, je ne peux que vous encourager à continuer de me suivre en vous abonnant à ma page. Voilà, Ambroise Com, encore une fois. À votre époque, je suppose qu'il y avait déjà des filières, qu'il y avait le bac littéraire, le bac, voilà. Bon, quand on faisait le choix de faire un bac littéraire, qu'est-ce qu'on se disait? Vous, quand vous faites un bac littéraire, professeur, avec, à votre époque, vous vous Ouais. dites quoi? Surtout que je me dis, vous n'êtes pas né dans une famille riche. Enfin, vous saviez que vous aviez l'obligation de gagner votre vie et que, Mm. voilà. Et voilà. Donc, quand vous faites un bac littéraire, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que la littérature, je pose la question parce que euh, euh, à quoi sert la littérature au Cameroun? Moi, je me souviens, moi, j'ai fait pour moi, la question ne s'est pas vraiment véritablement posée. J'ai fait voilà, à l'époque, quand j'étais à l'UMASI, j'ai fait une seconde, la seconde A, espagnole, voilà. Et je me souviens déjà, à l'époque, il y avait déjà ce truc pour dire que, ah, mais ça sert à quoi? Quand on fait des études littéraires, c'est pour aller devenir fonctionnaire. Sur le Cameroun, on n'a pas besoin de ça. Il faut plus de gens qui font les filières scientifiques, les mathématiques, etc., etc., parce que c'est ça dont le Cameroun a besoin. Voilà, ça sert à quoi voilà, de véritablement avoir ce savoir littéraire-là. Même si, à l'époque, je pense que c'est plus véritablement le cas, on savait que même les gens qui faisaient la filière C, je ne sais pas si c'est toujours comme ça au Cameroun, et la filière D, scientifique, étant en général, avaient quand même cet amour euh, de la littérature parce qu'on pensait que la culture était importante et que surtout la culture générale avait une très Mhm. très grande importance à notre époque. Mhm. Donc maintenant pour vous, c'est à votre époque, surtout voilà, il y a très 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 longtemps. Je m'excuse, je rappelle votre âge, mais Mhm. pensiez-vous jeune, voilà, jeune élève, quand vous avez votre bac, quand vous dites je fais un bac littéraire, quand vous faites ce choix-là, vous vous dites que ça va, qu'est-ce que vous vous dites, parce que je sais que vous avez le sens du devoir et que vous restez, en dépit de tout ce qu'on peut dire, attaché au Cameroun. Qu'est-ce que vous dites que le bac littéraire va vous servir à quoi? Est-ce que ça va vous mener où? Bien, une fois de plus, c'est une question à multiples entrées. Mhm, D'abord, il y avait à l'époque très peu de séries de baccalauréat. Il y mhm, avait le bac mhm, philo mhm, lettres.
Hein? Mhm. Il y avait le bac sciences expérimentales, Mhm. c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la D, Mhm. sciences expérimentales, et il y avait le Mhm. bac mathématiques élémentaires, Mhm. euh, bon, pour les scientifiques. Voilà à peu près ce qu'il y avait. Bon, plus Mhm. tard viendront les séries bac technique, mais Mhm. il y en avait très peu. Il y en avait très peu. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que c'est pas l'élève. Mhm. Très souvent, c'est pas l'élève qui choisissait sa série. Wow. C'est OK. son travail. C'est Mhm. son travail. C'est-à-dire que quand, à la fin de la troisième, le chef d'établissement regardait vos notes, Mhm. regardait vos points forts, Mhm. et vous disiez, voilà, vous allez entrer en seconde Mhm. moderne ou en Mhm. seconde, en seconde C, ou Mhm. en seconde moderne ou en seconde A. Mhm. C'était comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas venir dire je vais entrer en seconde C parce que j'ai envie de faire ceci. On dit regardez vos notes. Regardez vos Mhm. notes depuis la sixième jusqu'en troisième. Vous voyez, Mhm. avec ces notes-là, vous ne pouvez pas tenir. Et Mhm. on vous orientait en quelque Mhm. sorte. Bon, Mhm. il y a eu un conseil d'orientation qui est arrivé plus tard, mais l'école même vous orientait à Mhm. partir des notes que vous aviez. Mhm. Voilà. Et quand on vous orientait ainsi, Mhm. c'est cela qui déterminait en quelque sorte votre orientation professionnelle. Puisque Mhm. quand vous étiez orienté en mathématiques élémentaires, on vous disait, bon, voilà, en mathématiques élémentaires, voilà à peu près les carrières Mhm. qui débouchent, sur lesquelles débouchent les mathématiques élémentaires. Quand on Mhm. vous orientait en D, ce qu'on appelle SVT aujourd'hui, sciences de la vie et de la Mhm. terre, on Mhm. dit voilà à peu près les carrières vers lesquelles vous Mhm. pouvez aspirer. Mhm. Même chose en littérature, Mhm. philosophie, philosophie, littérature. On disait voilà à peu près les carrières. Mhm. Or, pour l'époque, il faut dire que les besoins d'un pays nouvellement Mhm. indépendant ou Mhm. colonisé ou nouvellement indépendant, les besoins étaient énormes. Il n'y avait pas de problème de profession comme on connaît Oui. aujourd'hui. Déjà même l'enseignement Mhm. pouvait acquérir de manière illimitée Mhm. illimité tout ce qui frappait à la porte de l'éducation nationale. Mhm. Vous voyez? Donc ce problème-là ne se posait pas. Mhm. Et puis, dans tous les autres secteurs de la gouvernance nationale, le Mhm. journalisme, il n'y avait pas d'école de journalisme. L'école de journalisme Mhm. est venue beaucoup plus tard. Donc, c'est peut-être, si vous aviez un bac philo-lettres, Mhm. vous pouviez devenir journaliste, vous pouvez Mhm. essayer au journalisme. Et Mhm. puis, ceux qui avaient un bac D ou un bac Mhm. philo-lettres pouvaient faire droit, et puis même devenir commissaire de police, devenir tout, il y a toutes sortes de choses. Donc vous Mhm. voyez, les choses étaient beaucoup plus faciles. C'est parce que le véritable problème que vous posez est celui-ci. Comment se fait-il que l'État postcolonial n'ait travaillé à l'organisation, à la préparation, à l'orientation Mhm. de l'accueil des Mhm. jeunes qui devaient sortir des écoles, puisque le nombre augmentait tous les ans. Et Mhm. la situation changeait. Et on voyait venir, ce n'était pas un accident de l'histoire. On voyait venir, on voyait la population croître. Et on se disait, Mhm. mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Et puis on voyait l'importance pour les jeunes d'aller à Mhm. l'école. Comme vous Mhm. disiez, à notre époque, il y en a qui faisaient le commerce, il y en a qui faisaient le champ, il y en a qui faisaient... Mais c'est parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient pas accès à quoi que ce soit d'autre. Mais avec l'indépendance et avec l'ouverture de l'école au grand public, mais Mhm. les gens, les enfants se sont introduits dans ce créneau-là. Et il fallait en Mhm. même temps préparer leur sortie. Vous voyez, Mhm. puisque même nous, pour entrer à l'université à l'époque, nous avions, nous, nous, nous avions une bourse de la Fondation française de l'enseignement supérieur ou du Mhm. gouvernement camerounais, ce qui fait Mhm. que vous aviez la possibilité d'étudier dans des conditions à peu près normales.
On avait une bourse de 25 000 francs. 25 000 francs, ce n'est pas grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, c'était à peu près le salaire de certains fonctionnaires. Et avec ça, on pouvait s'acheter tous les livres et on pouvait aspirer à n'importe quelle autre carrière. Et puisque vous parlez de la littérature ou même des autres filières, ce n'est pas tout le monde qui voulait aller étudier à l'étranger, puisque le Cameroun moderne, le Cameroun naissant, offrait d'énormes possibilités aux jeunes Camerounais qui sortaient du secondaire, de l'enseignement supérieur. Ceux qui sortaient avec le baccalauréat pouvaient déjà être recrutés pour enseigner dans les classes de 6e, 5e, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignants. Je peux vous dire que j'ai fait toutes mes études secondaires au lycée du Maningouba en Konsamba, mais je crois que j'ai eu dans tout mon cursus qui a duré 7 ans, peut-être 3 ou 4 enseignants camerounais. Tous les autres, c'était des enseignants de la coopération. Et puis, quand le mandat des enseignants de la coopération venait à expiration, ils rentraient chez eux. Il fallait au gouvernement camerounais faire l'effort de remplacer ces enseignants-là. Et c'est vers la fin, c'est pratiquement vers la fin de mon cycle au lycée du Maningouba que j'ai eu M. Essono Edou, le premier proviseur camerounais. Tous les proviseurs étaient français. Le premier proviseur camerounais, Essono Edou, qui avait une licence d'anglais, est devenu le premier proviseur du lycée de Konsamba. Et je crois que ça a été pareil, que ce soit pour le lycée Jos, que ce soit pour le lycée Leclerc, etc. etc. Mais le problème que vous posez fondamentalement, c'est celui de la gouvernance postcoloniale. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avons-nous pas prévu ce qui allait se passer? Quelle programmation avons-nous fait pour les enfants qui entraient, pour la croissance de la population postcoloniale? C'est ça le problème. Qu'avons-nous fait pour le développement économique quand nous savions que le secteur rural, le secteur informel ne pouvait plus accueillir une grande masse et qu'il y avait un secteur moderne qui naissait, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'industrie? Qu'est-ce qu'on a fait? Et je dirais, malheureusement, on a bricolé. On a bricolé tant et si bien que dans les années 1980, je crois, 1985, on commence à faire du recrutement massif des diplômés de l'enseignement supérieur pour réduire le chômage. Ce qui fait qu'on les recrute en masse pour les introduire dans la fonction publique, juste pour réduire le chômage. Ça, c'était déjà dans les années 85, déjà, c'était la faillite. On commençait à dire que nous avons failli, nous n'avons rien prévu pour ces jeunes-là. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais moi, j'ai grandi dans un environnement très universitaire parce que nous habitions à côté au Kraiza, à côté de l'université de Yaoundé. À l'époque, il n'y avait pas d'autres universités. Et il me semblait que, bon, en même temps, je n'ai pas connu, je ne peux pas. À l'époque, quand même si il y avait beaucoup de choses à redire, les amphis étaient déjà surpeuplés. Voilà, on parlait déjà de choses qui n'allaient pas très bien. Mais je pense que les années 90 ont montré que c'était encore vivant. Parce que moi, je me souviens, en fait, j'étais, non seulement je vivais à côté de l'université de Yaoundé, mais je vivais aussi, enfin, l'université n'est pas très, très, très loin. Durant les années de feu, comme on dit, les années 90, 91, 92, quand les étudiants se sont révoltés. Déjà avant, il faut dire, il y avait, encore une fois, ce sont mes souvenirs de jeunesse. Donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Il y avait comme ça quelque chose de vivant et on sentait que les étudiants ils avaient une conscience, ils étaient engagés, ils croyaient en leur pays. Je me souviens même à l'époque, quand le président Paul Biya, je crois qu'il avait posé un geste par rapport
aux bailleurs à l'époque qui avaient des prix qui étaient incroyables. Les étudiants avaient marché jusqu'au Palais de l'Unité pour remercier le président de la République. Il y avait ce genre de choses où il y avait des débats. Moi, je me souviens, à la maison, j'avais cette chance-là, il y avait beaucoup de gens. Et les gens qui rêvaient d'aller à l'extérieur, ils savaient que quand ils partaient, c'était pour revenir au Cameroun. Voilà. Si on va, à l'époque, c'était surtout la France. Et c'était pas encore les États-Unis, c'était surtout la France et peut-être la Belgique, mais c'était rare. Voilà. On allait en France, mais c'était, ou peut-être même dans notre pays africain, mais c'était pour revenir au Cameroun avec des rêves de venir et de revenir au Cameroun pour faire des choses. Donc il y avait ce sens-là où c'était vivant. Voilà. Les débats qu'on avait, même à l'époque, je me souviens quand c'était encore le multipartisme précipité ou pas, l'UNC communiste ou pas, la chute du mur de Berlin, c'était cela. Il me semble que les choses ont totalement changé. Vous parliez de la dévaluation. Je pense que maintenant, je suis effarée, mais ça, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir, mais c'est parce que sans doute j'ai fait ce choix-là, contrairement à vous, de me couper de cela pour ne pas, comment vous dire, désespérer. Voilà, et le désert, vous savez, bon, à un moment, on peut aimer ça, mais quand même, voilà. Donc, il y avait cette conscience-là, et là, je me rends compte qu'il y a un pessimisme camerounais qui est différent de ce qu'il y avait quand moi j'étais plus jeune, où les gens croyaient au Cameroun et pensaient même qu'on avait, voilà, qu'il y avait quelque chose de particulier au Cameroun. Les gens y croyaient. Les gens qui partaient voulaient revenir, les gens, même des bourses à l'hôpital à l'époque, se disaient que leur vie était au Cameroun. Je ne connais très peu de gens qui se disaient, il n'y avait pas encore cet esprit-là, on dit je pars au Cameroun pour rentrer. C'était l'exception. Les gens qui allaient là-bas, qui faisaient leur vie là-bas, la plupart revenaient au lycée, qui n'arrivaient, qui butaient sur le probatoire et qui ont à un moment aller au Tchad ou dans des pays comme ça pour essayer d'avoir le truc, mais avec très peu de solutions en fait. Où ça commençait à se boucher. Et où les gens, au fur et à mesure, commencent à désespérer. Je pense que c'est à partir de ces années-là où les gens commencent à se dire que moi, je vais là-bas et ne plus revenir parce que ça n'a pas véritablement d'importance. Donc, pour vous, qui avez eu la chance d'aller, d'enseigner aux États-Unis et ailleurs, je sais que vous avez enseigné au Maroc et tout ça, est-ce que vous pensez, indépendamment de là, est-ce que vous pensez que c'est le politique qui à un moment se dit la société, pour qu'elle soit moins vive, parce qu'une société qui est vive, à un moment, elle peut, voilà, elle est moins contrôlable, c'est moins vivant, donc peut-être qu'il faut tuer ça avec, on préfère, je sais pas, j'ai pas envie de dire qu'on a mis on a enduit. Donc pour vous, c'est quoi? C'est le politique qui, à un moment, comprenant que tout cela, parce qu'une société qui est jeune, qui est vivante, elle peut être dangereuse, qui décide de ne pas. Il y a une différence comme ça, mais qui est souhaitée, où on abandonne, on dit non, c'est pas intéressant pour nous d'avoir ça. Voilà, on décentralise le Sud-Yaoundé en créant des universités ici, Douala, Soie, etc. C'est totalement, comme le disiez, avoir de quoi accueillir les étudiants. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Le politique qui décide que non, c'est pas intéressant, ou il y a autre chose? Non, je crois que là, je vais être très clair avec vous. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand Paul Biya accède au pouvoir au Cameroun en 1980, n'est-ce pas, il décide de ce qu'il appelle ouverture. Mais c'est une ouverture fermée. C'est une ouverture fermée parce qu'il croit que avec son arrivée, les gens vont avoir une attitude. Arrive, qu'est-ce qui se passe? 1989 arrive, la chute du mur de Berlin. Et puis la fin des blocs. La fin des blocs. Et c'est là que Paul Biya s'expose. Il s'expose parce que à la fin des blocs, il ne peut plus louvoyer. Il faut maintenant qu'il se définisse. Parce qu'avec la fin des blocs,
les gens, alors que précédemment, nous étions tous enfermés dans la dictature d'Aïdjo, dans la dictature de Biya, dictature molle, n'est-ce pas? Avec la fin de Blanc en 89, là, les Camerounais se disent, ah, voilà, on y est. On est libre désormais de créer des partis. Alors là, le régime qui se disait libéral semble maintenant obligé de dire attention, le libéralisme là que j'ai annoncé n'est pas aussi libéral que vous le croyez, mais le peuple ne l'entend pas. Donc, d'où la création du multipartisme. Du multipartisme, c'est à partir de là, c'est à partir de 89. La création du multipartisme arrive au Cameroun dans les années 90. Commence avec le SDF en années 90. Et c'est là l'explosion. Vous voyez? Alors, donc, et les étudiants qui étaient concentrés sur leurs études se disent, bon, maintenant, on peut même commencer à se définir, à avoir une identité. Ne pas seulement avoir l'identité de l'école. L'identité de l'école, c'est bien, mais aussi préparer son avenir autrement. Donc, on va être à l'université, mais aussi, on va être à l'écoute de ce qui se passe dans la société civile. Alors là, le pouvoir prend peur. Le pouvoir est totalement désarmé, effrayé, et est obligé maintenant de réinstaller d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, la dictature d'Aïdjo. C'est ce qui se passe. Mais une dictature molle, comme dit Mongo Betty. Une dictature molle, parce qu'il ne peut pas rétablir la dictature d'Aïdjo. C'est impossible. Il n'en a d'ailleurs pas les moyens. Il n'en a d'ailleurs pas la stratégie. N'est-ce pas? Et il établit une dictature molle. Parce qu'il avait annoncé l'ouverture et il est obligé maintenant de refermer l'ouverture annoncée. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que les Camerounais se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus à quel sein se vouer. Puisque les partis politiques, même quand on annonce que Frundi a gagné les élections de, je crois que c'est les élections de 92. De 92, n'est-ce pas? On s'attendait à ce que les choses changent et puis rien ne change. Et puis là, tout d'un coup, tout devient complètement flou. Et le Cameroun entre dans une période d'incertitude qui dure jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais au Cameroun quand est-ce qu'on gagne l'élection ou quand on se perd une élection. On ne sait jamais. Donc, vous voyez, depuis 92 jusqu'à nous sommes en 2025, on ne sait pas comment le Cameroun est gouverné. On ne sait plus où on va. Et c'est pour ça que, vous avez très bien dit ça tout à l'heure, il y a comme une incertitude. Le Cameroun, le Camerounais d'hier ou le Camerounais d'aujourd'hui se dit, mais où suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux attendre? Il ne sait plus. Et pendant ce temps, comme le gouvernement, le pouvoir ne s'occupe que de sa survie, il ne s'occupe pas du développement, des programmes sociaux. Il ne s'occupe de rien, en quelque sorte. C'est ce qui se constate au Cameroun. Le gouvernement ne s'occupe de rien, ne s'occupe de rien que de sa survie. C'est tout. Et payer les fonctionnaires qui peuvent lui assurer la survie et bien les payer, les laisser voler, les laisser trafiquer comme ils peuvent. C'est pour ça qu'il n'y a plus de règles au Cameroun. Il n'y a plus aucune règle. Vous voyez? Donc c'est ça. Et c'est pour ça que le Cameroun est devenu désespérant pour les Camerounais eux-mêmes. Mais certains, même qui n'étaient pas là hier, ne comprennent même pas ce qui se passe. Ceux qui sont nés en 84, mais ils sont nés là-dedans, mais ils ne comprennent même pas que, en fait, il y a eu cette évolution-là, qu'il y a eu 82, qu'il y a eu 89, qu'il y a eu 92, qu'il y a eu 94, etc. Ouais. C'est une situation assez... Ben, c'est pour ça que moi-même, j'étais professeur à l'université de Yaoundé jusqu'en 97, mais après la chute du mur de Berlin, le multipartisme qui ne donnait rien,
la dévaluation du franc CFA, la réduction de salaire, mais je ne pouvais plus payer mon loyer. Il fallait que j'essaye de payer mon loyer et de nourrir mes enfants. Ce n'était pas avec 200 000 francs de salaire au Cameroun que je pouvais payer mon loyer et nourrir mes enfants. Vous voyez? Mais j'ai une question, parce que est-ce que, en dépit de tout cela, vous allez rentrer, là vous n'êtes pas au Cameroun, je ne vais pas dire où vous êtes, mais vous allez rentrer au Cameroun, c'est-à-dire que vous faites le choix, avec tous, on parle de beaucoup de choses qui sont désespérantes, on dit, une chose, c'est qu'on n'a aucune certitude. Nous sommes en 2025, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais malgré tout, à votre âge, alors que vous êtes dans un âge où on a besoin, moi je vois, les gens qui ont, voilà, ils ont besoin les fondamentaux sont importants. On a besoin de, voilà, on ne peut plus vivre dans un environnement instable, on a besoin de choses sûres, voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là, en dépit de toutes ces incertitudes-là, de se dire, on sait très bien que, vraisemblablement, voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'ai l'impression qu'on n'a pas même pour 2025, on n'a pas de certitude. On n'est pas, je pense, vous me dites si vous en avez, vous pouvez les partager avec moi et avec ceux qui ont le temps de nous regarder, mais on n'a pas de certitude, on ne sait pas véritablement quand on rend les élections. On sait que, bon, encore une fois, je pense que des députés, des sénateurs a été prolongé. On ne sait véritablement, tout semble... Voilà, j'écoutais le président avec grand intérêt, mais je ne pense pas que c'est clair par rapport à ce qui va se passer. Ça ne peut pas être clair. Voilà, donc, mais comment donc vivre avec, si on se dit que le Cameroun doit avoir un avenir et que plus tard, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait imaginer autre chose. Comment on tient comme cela? Comment est-ce que vous faites, vous, pour tenir, en sachant que, voilà, les chances que, de toutes les manières, c'est très difficile, il faut toujours... il faut toujours faire preuve de créativité, une patience incroyable et véritablement aimer à ce pays en dépit de ça. Comment faites-vous pour tenir? Vous n'avez pas, voilà, je me dis que ça va être désespérant, surtout quand vous voyez d'où vous venez, que vous voyez ce qu'on aurait pu tenir, comment ça aurait pu finir, les choix qu'on aurait pu faire, qui auraient au moins fait qu'on ne regrette pas. Oui. Voilà, c'est une question. Je vais essayer d'être le plus franc possible avec vous. C'est très simple. C'est très simple. Je suis né dans une famille extrêmement pauvre. Mais j'ai confronté assez tôt à des gens, surtout des missionnaires, qui ont fait le vœu de pauvreté et qui travaillaient à l'éducation des autres et à la formation des autres et qui mettaient leur formation à la portée des plus jeunes. Et ils m'ont demandé de les accompagner. Et je l'ai fait de gaieté de cœur. Et ça m'a passionné. Ça m'a passionné. L'enseignement m'a passionné, tout jeune. Et j'ai servi ce monde-là. Et en même temps, je ne peux pas raconter toutes les étapes, et en même temps, même quand je suis étudiant à l'université de Yaoundé, l'étudiant de Thomas Melonnet, c'est Thomas Melonnet qui m'envoie en France, qui me dit, il faudrait quand même que nous préparions la relève. C'est ce qu'il me dit. Il me dit à moi, il faut qu'on prépare la relève, tu dois aller faire un doctorat en France pour revenir dans cet état, dans cet institut. Bon, et il m'envoie en France. À l'époque, il y avait des bourses à l'éducation nationale qui n'intéressaient pas grand monde, puisque la vie au pays, pour ceux qui avaient mon âge et mon diplôme, était assez agréable, quoi. On pouvait se travailler, on pouvait s'installer. Bon, mais arrivé en France, je me heurte
bien que les amis qui étaient partis avant moi, quelques amis qui étaient pas partis avant moi, m'incitent à rester à Paris, je ne reste pas à Paris parce que Méloné m'avait dit d'aller en province. Je vais en province rejoindre le professeur chez qui Méloné m'avait envoyé, auprès de qui il m'avait recommandé, mais les choses tournent mal. Et parce que je suis à l'époque, on est en 71, hein, il n'y a pas beaucoup de Noirs dans les universités françaises, surtout dans l'arrière-pays, dans les provinces, quoi. Il n'y en avait pas. J'étais peut-être le premier Noir à l'université où j'étais, et le professeur, trouvant que je n'avais pas, que ma bourse était insuffisante pour vivre dans cette province, surtout que la vie, me disait-il, la vie coûtait plus cher pour les étudiants étrangers, la vie coûtait plus cher en province qu'à Paris. Il dit, ça peut te paraître paradoxal, mais la vie coûte plus cher ici qu'à Paris. À Paris, vous avez les cités, vous êtes privilégié pour le logement en cité, vous avez des tickets restaurants à un prix tout à fait raisonnable, le restaurant est ouvert, le restaurant universitaire est ouvert 7 jours sur 7. En province, ça ferme vendredi et vous devez faire votre repas. Vous devez le plus souvent vous loger au quartier chez l'habitant. Ça coûte plus cher. Vous devez vous transporter. Ça coûte plus cher. Vous n'avez pas le métro, vous n'avez pas des tickets. Bon, donc, voilà. Alors, il me dit, bon, essaye de trouver. Il y avait des bourses d'assistanat dans le département. Mais ses collègues refusent de me donner cette bourse. Et il me dit, bon, voilà, tu n'as pas d'avenir ici, tu n'as aucun avenir ici. Que je pars aux États-Unis, où je reste, j'avais un contrat de 3 ans, je travaille 3 ans, à la fin des 3 ans, je me retrouve au Canada, etc. Bon, je viens soutenir mes thèses, j'ai fait ma thèse d'État, ma thèse de 3e cycle chez lui, ma thèse d'État plus tard, mais en étant à la fois aux États-Unis, au Canada, et finalement, quand ça se termine, moi, j'avais encore à l'esprit, pour répondre vraiment à votre question, j'avais encore à l'esprit la dernière phrase de mon maître Thomas Méloné qui me disait « il faut venir nous remplacer dans cette institution ». Donc, quand je finis mes thèses en France, bien que j'étais au Canada, j'étais bien installé au Canada, je pouvais y rester, mais je rentre, je postule pour le retour au Cameroun. Mais le Cameroun ne m'accepte pas à l'époque, c'était en 80, j'avais fini en 81, en 81. Mais le Cameroun ne m'accepte pas. C'est pour cela que je vais au Maroc. Je dis, bon, à défaut du Cameroun, ben, je suis africain, j'irai dans n'importe quel pays d'Afrique. D'ailleurs, à l'époque, j'avais reçu plusieurs offres d'emploi. J'avais une offre au Congo, Brazzaville. J'avais une autre offre en Algérie. Et j'avais l'offre du Maroc. Donc, j'ai choisi Rabat. Je suis allé là-bas. Donc, au bout de 3 ans, bon, il y a le putsch, etc. Bon, mon dossier, au bout de 3 ans, fait son bonhomme de chemin. J'arrive au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, pour vous dire mon problème par rapport à ce que vous dites, à la question que vous posez, mon problème, c'est que à notre âge, et nous n'avions jamais pensé que l'avenir, c'était s'installer à l'étranger. Parce qu'on pensait qu'il y avait de quoi faire au Cameroun. Que nous avions eu le privilège, en quelque sorte, le privilège d'aller étudier pratiquement, pour moi, aux frais de la princesse. Parce que moi, mes parents n'auraient jamais pu me payer un billet d'avion pour aller en France. C'est l'État camerounais qui m'a payé le billet. C'est l'État camerounais qui m'a donné la petite bourse qui m'a permis de survivre 1 an, même si ça ne m'a pas permis d'aller plus loin. Mais après, je me suis débrouillé tout seul. Mais même me débrouillant tout seul, je pensais que mon avenir professionnel ne se ferait ni aux États-Unis, ni au Canada, ni même au Maroc, mais que au Cameroun. Au final, ça se ferait au Cameroun. Et c'est comme ça que je rentre au Cameroun. Et que je m'installe, je n'avais pas l'intention d'aller ailleurs après ça. Sauf que avec la dévaluation, je me retrouve coincé.
coincé parce que la dévaluation, je me trouve que ce n'est pas le Cameroun que j'attendais. Je me retrouve coincé, mais je ne renonce pas. Même quand je retourne en ce moment-là, je me remets sur le marché du travail à l'international et que je retrouve du travail aux États-Unis. J'ai retrouvé du travail. C'était pas facile, mais j'ai retrouvé du travail aux États-Unis. Je n'abandonne pas l'université de Yaoundé. Je continue de venir faire des cours à l'université de Yaoundé à des étudiants. Sauf que vers la fin de mon séjour américain, je trouve les étudiants de Yaoundé de plus en plus mal préparés. Pour être poli, ils sont plus mal préparés que je ne pensais. Ils sont vraiment mal préparés. Sauf que, il faut que je revienne sur une chose qui doit vous intéresser. Pendant, en 89 jusqu'en 97, où j'étais au Cameroun, à partir de la chute du mur de Berlin, à partir de la création du multipartisme par Biya, à partir de l'élection de Froundi, et de l'avènement du SDF, qui avait été créé, soit dit en passant, par Siga Asanga, qui était mon collègue, n'est-ce pas? On dit que c'était le parti Froundi, mais c'est Siga Asanga qui a créé le SDF. Bon, ça c'est un autre débat. Et à partir aussi de la dévaluation du franc CFA, et à partir aussi de la création du syndicat national des enseignants du supérieur que nous avions créé, j'étais l'un des membres fondateurs, mais je ne le revendique pas, avec Fabien Boussi, Célestin Tchéo et quelques autres, n'est-ce pas? Donc on voit que le Cameroun se transforme et on se rend compte que, en fait, il ne faut pas tellement compter sur le pouvoir public pour nous sauver du désastre. Et c'est pour cela que je réunis chez moi une petite commission d'amis que nous réfléchissons à quelque chose que vous connaissez bien, à l'université de Montagne. À l'université de Montagne, pendant que j'étais encore à l'université de Yaoundé. Parce que je dis, quand ce que vous appelez les années de Braise, aboutissent, les années de Braise aboutissent en 1993, précisément, en 1993, à la balkanisation de l'université de Yaoundé. Parce que l'université de Yaoundé, qui avait un déficit d'enseignants énorme, qui avait un déficit d'équipement énorme, en 93, immédiatement, pour des raisons politiques, essentiellement pour des raisons politiques, parce que l'État camerounais ne pouvait pas contenir les quelques 50 000 étudiants qu'il y avait sur le campus de Ngouakele, l'État camerounais balkanise l'université de Yaoundé et crée l'université de Tchang, alors que Tchang n'avait aucune infrastructure, et crée l'université de Douala, l'université de Boya, l'université de Soa, l'université de Gandéré, tout ça. Et pour moi, personnellement, c'était la fin de l'université. Donc, 93, il faut bien le noter, 93, c'est la fin de l'université camerounaise, de l'université publique camerounaise. Parce qu'il y avait déjà un déficit de plusieurs centaines d'enseignants à l'université où nous étions, n'est-ce pas? Et quand on crée d'autres universités, alors qu'on a un déficit d'enseignants, on prend les quelques enseignants qui étaient là, on les nomme responsables. Ils sont assez heureux parce que ça remonte un peu de quoi vivre. Voilà. Et on les nomme responsables dans les nouvelles universités, ce qui fait que l'université de Yaoundé, qui était en déficit, devient désertique. Et toutes les universités créées deviennent des déserts. Des déserts d'enseignants. Puisque vous créez une université à Tchang, vous prenez les quelques cadres qui avaient à l'université de Yaoundé, vous les nommez doyens, recteurs, vice-recteurs, mais qui enseigne? Il n'y a pas d'enseignants. Même chose à Douala, même chose à Soa, même chose à Gandéré, etc. Aujourd'hui, on est même passé déjà, et ça n'a pas cessé depuis lors, la création des universités. Mais on a créé ces universités-là sans jamais songer
au personnel d'encadrement. Et au Cameroun, aujourd'hui, quand on a un doctorat, on se dit qu'on est pratiquement qualifié pour être professeur d'université, comme si le doctorat vous qualifiait. Donc, vous voyez, c'est extrêmement grave. Donc, quand vous dites que mon retour au Cameroun, je n'avais jamais pensé que je pouvais travailler ailleurs, contribuer au développement humain ailleurs qu'au Cameroun. Parce que il faut bien comprendre, Nadia, ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous autres. Et c'est là qu'il faut poser le problème d'africanité. Qu'est-ce qu'être africain? Qu'est-ce qu'être africain aujourd'hui? Quand vous voyagez, vous êtes en Belgique, je suis ici aujourd'hui, en Belgique, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous êtes aux États-Unis, au Canada, au Maroc, vous voyez tous ces gens-là, tous les pays qui se construisent, ça ne se construit pas avec des étrangers. Chaque pays se construit avec ses nationaux. Et se construit avec ces nationaux qui ont surtout vécu à l'étranger. La diaspora camerounaise, c'est parce que vous aurez voyagé, parce que vous avez étudié aux États-Unis, parce que vous avez étudié en Chine, vous avez étudié au Canada, vous avez étudié en Belgique, en France, que vous pouvez retourner au Cameroun, mettre votre savoir-faire au service du développement de la nation camerounaise. Autrement, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat de l'université de Yaoundé, c'est très bien, mais il faudrait que vous frottiez votre doctorat de l'université de Yaoundé avec celui qui a un doctorat de l'université de Chicago, avec celui qui a un doctorat de l'université de Reims, et que ensemble, vous voyez ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Or, aujourd'hui, on considère au Cameroun à peu près comme c'est un pays coupé en deux, n'est-ce pas? La diaspora doit rester diasporique, ne pas mettre le pied dans nos affaires, et que les Camerounais de l'intérieur, c'est comme si le pays leur appartenait. Non, ce n'est pas ça. Donc je saute de coq à l'âne un peu pour vous dire que c'est tout cela qui m'a amené au Cameroun, même quand en 2012, je démissionne de mon poste que j'avais trouvé, j'étais titulaire de chaire, je démissionne aux États-Unis. Je démissionne de ce poste pour dire je vais rentrer au Cameroun travailler pour l'université de montagne que nous avions créée. Parce que c'est nous, si la gouvernance est mauvaise, si l'État camerounais est faible, mais c'est encore les Camerounais qui doivent travailler pour l'avancement du Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la France qui va venir, ce n'est pas les Américains qui vont venir construire le Cameroun. Nous devons faire quelque chose nous-mêmes pour faire avancer le Cameroun. Et c'est comme ça que je viens pour dire, je viens apporter ma contribution. Voilà, c'est ça, c'est donc ça qui me fait courir en quelque sorte. Je comprends, mais vous avez vu comment quelqu'un comme Mongo Betty finit de manière tragique, de manière, voilà, pour le grand homme qu'il a été, vous savez, comme, voilà, on sait comment il meurt. Voilà. Vous êtes, on voit, pour très, je le fais, excusez mon manque de pudeur, mais je vois comment mon père, Fotso Victor, finit. Voilà. Lui qui avait, qui pouvait s'enorgueillir d'avoir eu un destin extraordinaire. Je vois comment la fin est. Et que d'une certaine manière, indépendamment du fait qu'il avait, je ne sais pas, on peut dire qu'il a été riche comme Crésus, qui finissent quand même de manière pouf comme ça, et on ne sait pas ce qui restera de ce qu'il a fait dans 50 ans, ou même, disons même en mars prochain, ça fera 5 ans qu'il est mort. On voit le truc, disons, je vois votre parcours à vous, et quand vous voyez tout cela, voilà, quand on se dit, mais on travaille d'arrache-pied
vos très belles paroles, on dit, mais il faut, c'est nous qui devons faire nous qui devons faire la chose, c'est nous qui devons faire ceci, on fait cela. Voilà. Mais, professeur, quand on plaide dans le désert, voilà, est-ce que quand on est, je vous souhaite de vivre encore le plus longtemps possible, mais est-ce que quand on est à la fin, quand on sait qu'on a fait des choses, et quand on peut se demander, quand on voit les autres, voilà, quand on voit cela, et quand on voit comme ça qu'il y a comme ça une amnésie encouragée, est-ce qu'on n'est pas découragé, est-ce qu'on n'est pas apeuré, est-ce qu'on ne se demande pas à un moment à quoi ça sert? Voilà. Vous savez, moi, je pense qu'on a suffisamment de temps parfois de se voir les autres. Pour ne parler que de Foutsou Victor, je sais que lui, il a vécu très 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 longtemps. Il a vu les gens, il a vu ses pères qui avaient aussi accumulé beaucoup de biens, faire beaucoup de choses, mourir et que ça se volatilise comme ça. Mais à la fin, quand même, comme ça, il n'a pas pu échapper à cela. Pour le moment, je souhaite que ça ne soit pas qu'il y ait autre chose. Peut-être moi et les autres feront pour rectifier beaucoup. Mais il semble y avoir comme ça qui confirme un peu ce que, de mon point de vue, les colons pensaient du nègre. Voilà. Vous savez, cette phrase très célèbre de Sarkozy, écrite par Guéant, l'homme noir n'est jamais entré dans l'histoire. Il n'est jamais entré dans l'histoire, ouais. Voilà, pas assez entré dans l'histoire. Voilà, notre histoire. Voilà, notre histoire. Les livres, vous dites, c'est devenir... voilà. Qu'est-ce qui va rester quand vous... voilà, vous avez tout ce savoir, vous avez cette expérience, vous avez cette résilience. Voilà, vous vous entêtez à... Vous démissionnez de la chair alors que voilà, ça aurait été sans doute mieux pour vous, plus confortable de manière matérielle, voilà, matériellement, de rester aux États-Unis, de devenir, d'être totalement américain, de faire ce même travail-là aux États-Unis qui vous rapporterait beaucoup plus d'argent parce qu'au moins, même si ça ne malasse, il y aurait quand même des traces que vous êtes certaine de laisser. En rentrant au Cameroun, là, avec ce 2025, qui peut faire que le Cameroun bascule définitivement d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui va rester? Comment on fait pour laisser des traces? La littérature est insuffisante. Si demain vous dites que vos livres, voilà, à un moment, ils seront peut-être lus par des gens, des élèves, voilà, des étudiants qui essayent d'avoir un doctorat dans des plus grandes universités du monde. Voilà, alors que voilà, dans ces déserts universitaires camerounais, voilà. Qu'est-ce qui vous rattache encore à ce Cameroun? Je me dis, l'Afrique peut très bien avancer sans le Cameroun. On n'est pas... J'ai bien compris. Hein. Je crois avoir bien compris. Et je crois que c'est une excellente interprétation. Vous savez, j'ai vécu presque 25 ans aux États-Unis. Ce que j'admire chez les Américains, que je n'aime pas toujours d'ailleurs, mais j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Parce qu'ils croient en l'initiative personnelle. Ils croient en l'individu. Les Américains croient aux gens, aux personnes. Ils ne croient pas... Ils croient que oui, il faut faire des institutions pour gérer les gens, mais il faut croire aux gens. Et si vous voyez les États-Unis grandir, être aussi riches, ce n'est pas l'État américain. L'État, c'est les individus, c'est les gens. Les grandes écoles aux États-Unis, ça commence toujours par des individus, par des groupes d'individus, parfois des petits groupes, parfois un seul individu. Et c'est ce que j'admire beaucoup chez eux, parce que ils ont eu une expression qu'ils appellent give back to the community. Give back, c'est-à-dire que vous êtes Nadia, vous avez grandi dans une communauté, vous avez atteint un certain niveau. À un moment donné, vous vous dites, bon, à ce stade-ci, j'ai de quoi me loger, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me soigner. Bon, si je vis 100 ans, j'aurai toujours de quoi me loger, j'aurai toujours de quoi me soigner. Mais en fait, tout mon patrimoine, je ne l'aurais pas dépensé. Donc,
je vous le donne. Je vous le donne et faites un peu ce que vous voulez avec. Mhm. Et c'est ce que les Américains font. They give back to the community. Why they are alive. They give back to the community. Et donc parfois, ça grandit, ils voient, et ça prospère, et après, ils disparaissent. Et ils disent, bon, voilà, au moins j'aurais fait quelque chose, mon argent ne restera pas pourrir dans je ne sais pas quoi. Bon, voilà, c'est un peu, je commence par là pour vous expliquer, pour répondre à votre question. Et quand je rentre, puisque vous avez parlé de l'université de montagne, et quand je rentre et que quand je vois l'université publique s'effondrer, je ne dis pas que je vais faire l'université des montagnes sans le secteur public, mais je me dis, il faudrait que que chaque individu, dans le domaine qui est le sien, parce que le plus souvent, l'aventure qui nous tue, c'est que parfois, quand nous avons des moyens de faire des choses, nous changeons de secteur. N'est-ce pas? Nous gagnons de l'argent comme pêcheurs et nous devenons forgerons. Nous voulons devenir forgerons parce que nous pensons que le forgeron fait plus d'argent. Non, ça ne marche, ça ne peut pas marcher. Parce que vous avez appris à pêcher, mais continuez de pêcher. Ou vous avez appris à tisser les paniers, mais continuez de tisser les paniers avec votre argent. Ou bien développer le tissage du panier, développer cela. Trouvez un moyen de l'améliorer. Et vous voyez que vous irez trouver parce que ce sera original. Ça fera partie de votre identité. N'allez pas faire autre chose. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Mongo Betty, quand il rentre au Cameroun, et qui commence par les plantations pour nourrir sa famille, et qui se rend compte que sa famille ne veut même rien savoir aux plantations et à l'élevage qu'il fait. Donc, il revient à ses amours. Initial, c'est-à-dire, il devient libraire, parce que le libraire, c'est le livre, il a été écrivain, il a été essayiste, critique littéraire, il a été éditeur, il a publié des revues, il a été enseignant, donc l'affaire du livre, il la connaît. Il la connaît. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Mongo Betty et lui dire que pour faire tel jour du livre, il faut passer. Il vous regarde parce qu'il sait. Il connaît le fonctionnement du livre de A à Z, de l'écriture jusqu'à la publication, à la lecture, jusqu'à l'enseignement, tout. Vous comprenez? Donc, restez dans votre secteur. Restez dans votre secteur et faites les choses que vous maîtrisez. Oui. Et de telle manière que quand quelqu'un d'autre vient dedans, essayer de vous faire la leçon, vous lui dites, bon, s'il vous plaît, faites votre part et que je vois. Vous comprenez? Donc, même si vous me donnez 1000 milliards, je ferai l'école. Parce que je crois que je m'y connais. Je crois que je peux créer un programme, même si ce n'est pas, je crois, même un programme, quel que soit le programme, quel que soit le domaine, en pédagogie, il y a une manière de faire qui est valable pour toutes les disciplines. Seulement, il faut que vous cherchiez les spécialistes de discipline. Mais la manière de faire est la même. OK? Donc, pour moi, il s'agirait tout simplement de dire que, bon, j'ai besoin d'un spécialiste d'aérospatial. Il faut que j'aille le chercher. Et quand j'aurai la personne d'aérospatial, je vous dis, s'il te plaît, tu me fais un programme d'enseignement d'aérospatial et voici, première année, il faut qu'il sache ceci, deuxième année, il faut que, etc., etc. Et il faut qu'il sorte ingénieur d'aérospatial. Et je peux faire ça. Donc, ce que je disais pour répondre véritablement à votre question, en référence à l'Université des montagnes, même ce que j'ai essayé de le faire. Quand on crée l'Université des montagnes, il y a un problème sérieux qui se pose au Cameroun. Ce n'est pas un problème d'enfants camerounais qui ne sont pas intelligents. Ils sont très brillants, les enfants camerounais. Ils sont extrêmement brillants.
Mais l'environnement de l'enseignement n'y est pas. Alors, ce qu'on a trouvé à faire, et que je pourrais refaire aujourd'hui, c'est ce que je disais l'autre jour. J'ai fait un voyage au Canada, il y a des amis qui m'ont intercepté pour que j'en parle. Et je leur ai dit, vous savez, il faut que nous ayons 2 catégories de Camerounais. 2 catégories de Camerounais de la diaspora. Tous ceux qui sont de la diaspora, nous les divisons en 2. Nous prenons les professeurs d'université d'un côté et nous prenons les autres professionnels, tous les autres, parce que tous les autres sont des professionnels, tous ceux qui vivent en diaspora et qui gagnent leur vie en diaspora. Ils ont une spécialité, même s'ils sont infirmiers, même s'ils sont gardes-malades, la manière de le faire, c'est une technique, c'est une technique, c'est une spécialité. Donc, nous les mettons tous dans un groupe. Si nous inscrivons tous les professeurs d'université et que chacun d'eux s'engage à s'inscrire comme enseignant dans cette université-là, fût-elle l'université de montagne ou ailleurs, à enseigner là-bas et à venir donner les cours de sa spécialité. Ce qui manque le plus au Cameroun, ce sont les spécialistes. C'est des gens qui ont un savoir à transmettre. Et nous pouvons former, nous pouvons créer Harvard à Baganté ou à Banjul, nous pouvons le faire. Parce que nous avons des enseignants camerounais qui sont, si nous les réunissons, si nous les amenons chacun 3 mois par an, ou bien 2 mois par an, ou bien 6 semaines par an, et chacun donne, give back to the community, chacun donne à la communauté 6 semaines, 8 semaines d'enseignement, nous aurons tous les génies que nous voulons au bout de quelques années au Cameroun. Et ils n'auront pas besoin de quitter le Cameroun. Et c'est parfois ces enseignants-là qui vont leur dire, venez, vous êtes tellement bons, venez compléter votre formation ici. Et vous allez voir, nous pourrons créer alors un hôpital à Baganté, à Banjul, à n'importe où, qui n'a d'équivalent nulle part. Parce que ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire d'équipement. Nous aurons l'équipement. Et nous aurons, une fois que nous avons les spécialistes, d'ailleurs, je peux vous dire, avant que je ne quitte l'université de montagne, j'étais en pourparlers avec quelqu'un qui me disait, demande aux médecins de chez toi, qui sont nombreux en Europe, de créer une clinique de référence. Je vais te donner 500 000 euros. Mais bon, je n'y suis pas resté. Mais si j'étais resté, j'étais en contact avec la plupart de ces médecins-là qui sont en service en Europe, France, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Et si chacun venait donner seulement 1 mois de travail dans une clinique à Baganté, soigner toutes les maladies qui font des évacuations sanitaires par cargaison en Europe, on le fait. Donc voilà, il faut que l'imagination fonctionne. Il faut que nous comprenions que si nous ne faisons pas fonctionner nos imaginations, nous demeurerons les derniers de la Terre. Nous serons les damnés de la Terre. Mais ce sera notre faute à nous-mêmes. Parce que les autres, s'ils se sont tirés d'affaire, ce ne sont pas des magiciens. Les Chinois ne sont pas des magiciens. Ils ont... Mao Tse-tung a bouclé la Chine. Il a fait former des gens. Et ce sont ces gens-là. L'Amérique invente. La Chine fabrique. La Chine n'a rien inventé. La Chine a piqué l'inventivité américaine. Et ont dépourvu, ils ont dépourvu les Américains aujourd'hui de la fabrication. Plus rien ne se fabrique aux États-Unis. C'est des Chinois qui fabriquent. Et ça leur permet d'être confortables. Et ils seront de plus en plus confortables parce qu'ils vont être de plus en plus compétitifs. Ils sont compétitifs avec tout le monde aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu... Il faut que nous comprenions et que nous revendiquions notre place dans le monde. Ce n'est pas le monde qui va nous donner une place. Le monde nous a déjà donné une place. Nous sommes nés Camerounais. Nous sommes nés Africains.
Nous n'allons pas renoncer à notre africanité, à notre camerounité, parce que nous avons une mauvaise gouvernance de nos pays. C'est notre responsabilité. Et si nous faisons cela, nous n'avons pas besoin de gouvernement. Nous pouvons le faire. Et si ça réussit, le gouvernement sera obligé de suivre. De suivre. C'est là le Allez-y. problème. Donc, si vous me donnez les 50 milliards en 2 semaines, je vais le mettre, je veux pas manger 1 centime de ces 50 milliards. Je vais le mettre au service du Cameroun et vous allez voir ce que ça va donner. Parce que si l'expérience de l'UDM a connu quelques mésaventures, je sais d'où ça vient et je saurais les éviter. Voilà le fruit, en quelque sorte, ma chère Nadia, voilà le fruit de mes presque 50 ans de pérégrination dans le monde. J'ai vu comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Et personne ne me dira que oh, tu t'es trompé de bout en bout. Non, si je m'étais trompé, c'est que Mongo Betty s'est trompé aussi. C'est que Photo Victor s'est trompé aussi. Il ne s'est pas trompé. Et il aurait pu... Il aurait pu, à un moment donné de sa fortune, s'établir ailleurs. Il aurait pu dire je quitte, je vous laisse le Cameroun, je m'en vais m'installer ailleurs. Il aurait pu le faire. C'est ce que je lui aurais dit. Oui, mais je ne sais pas s'il aurait accepté. Mais non, il n'aurait pas accepté, mais c'est ce que j'aurais recommandé. Oui, mais sans doute à tort. Sans doute à tort. Non, je ne crois pas. Je pense que... mais on termine dessus parce qu'on va... Sinon, on peut y aller jusqu'à 5 heures. Je pense que, justement, quand vous parlez... Je pense qu'avoir un Photo Victor dans la diaspora aurait permis beaucoup de choses. Et je pense qu'à un moment... Je lisais... c'était une interview que vous avez donnée à Jeune Afrique quand vous disiez qu'il avait essayé d'acheter le politique. Et qu'à un moment, le fait qu'il n'ait pas pu libérer son fils, Michel Fotso, montrait les limites de cette approche-là. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça, parce que je ne pense pas qu'il essaie de libérer un... Mais ça, c'est... Voilà. On entre dans les... c'est polémique, c'est la vérité, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre ça. C'est plus compliqué que cela. Je pense qu'il n'avait... vous savez, je termine avec ça, mais je vais bâcler un peu l'intérieur parce qu'on peut... J'ouvre un grand chapitre qu'on ne pourra pas véritablement... Voilà, on ne pourra pas totalement discuter. Mais vous savez, moi, je pense que Photo Victor, il ne croyait pas en la politique. Voilà, voilà, ce que vous disiez au fait que lui croyait véritablement qu'il fallait se faire sans et qu'il fallait absolument faire en sorte que la politique ne vienne pas gâter l'effort justement de l'individu. Il était très américain dans ce sens-là. Et je pense que malheureusement, ce qui le rattrape, c'est justement tout ce dont on a parlé durant ce podcast, professeur. C'est qu'à un moment... il a une réussite qui est tellement fulgurante que pour pouvoir avoir une chance de durer et de ne pas s'effondrer, il faut qu'il y ait de l'excellence autour de lui. Il faut que il faut qu'il y ait de l'excellence autour de lui, sinon ça ne marche pas. Il ne peut pas cafouiller. Il ne peut pas être le seul excellent. Il faut, y a pas, quand on est né au sommet, vous savez très bien que le cafouillage ne marche pas. On ne peut pas être excellent et ne pas continuer à produire l'excellence. Si on est excellent et qu'on est entouré de médiocrité à un moment, je ne pense pas que c'est ce qui va prédominer, c'est la médiocrité. Donc, il s'est retrouvé dans ce piège-là, que je pense qu'il n'aurait pas pu éviter, vu le contexte où un enfant, à cause de la société banalité telles qu'elles sont, a compris le jeu, il a joué mieux que lui, et lui qui était prisonnier de son temps n'a pas vu cela, et il n'y a plus véritablement au Cameroun le besoin de savoir, de comprendre tout ce que la littérature et la culture permettent d'éviter. Donc,
pour qu'on ce sera le mot de la fin, mais c'est aussi la raison pour laquelle je tenais à m'entretenir avec vous, c'est que voilà, il y a que vous qui montre l'importance du savoir et de la littérature et de véritablement, en dépit de tout, essayer de faire ce qu'on doit faire en ne trichant pas. Si je dois voilà, le compliment que j'aimerais vous faire, c'est que vous ne trichez pas et que vous acceptez en ne trichant pas les conséquences de cela, alors que vous pourriez tricher. Vous aurez pu, professeur Ambroise Combe, faire le choix de devenir un imposteur et voilà, d'aller ailleurs et de faire autre chose parce que quelque part, vu qu'il y a très peu de gens comme vous, on croirait en ce que vous dites et vous pouvez devenir un charlatan, etc., etc. Je pense que vous ne trichez pas en acceptant moins, en acceptant de ne pas, voilà, de parfois faire face à beaucoup de, voilà, les coups que vous prenez avec l'Université des Montagnes ou les polémiques où vous devez vous dire, mais attendez, mais c'est quoi ces trucs où on peut vous reprocher des choses que toute personne qui a un peu de contenu sait que ce n'est pas possible. C'est ces affaires de contenir, des polémiques à 2 balles, voilà, quand on vous lit, quand on a lu vos livres, on sait très bien que ça n'a absolument aucun sens. C'est un peu l'éducation, on ne peut pas croire ça. Donc voilà, donc ce serait le... Non, je vais vous donner, parce que je n'aimerais pas que vous terminiez là, parce que je vais vous donner, je vais illustrer ce que vous venez de dire, parce que quand vous dites ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, parce que je suis mal placé pour expliquer ce que vous venez de dire, l'observation que vous venez de faire. Mais je vais vous donner je vais illustrer cela par deux faits importants qui sont passés au Cameroun. La première chose, le premier fait, c'est quand au lendemain je crois c'est au lendemain enfin ce que j'ai appelé ce qu'on a appelé les années de braise de l'université camerounaise. Un ministre dont je ne veux pas citer le nom ici, je crois, je préfère m'engager que de l'engager. Un ministre de l'enseignement supérieur m'appelle, il me dit, écoutez, on m'a nommé à ce poste, le chef de l'État m'a nommé à ce poste. Je sais que vous êtes un connaisseur de l'enseignement supérieur. J'aimerais que vous m'accompagniez dans la gestion de l'enseignement supérieur. Même si vous connaissez des gens qui sont aussi compétents que vous dans l'enseignement supérieur, j'aimerais que vous me les ameniez et qu'on gère ensemble l'enseignement supérieur. Bon, bref, je n'irai pas dans trop de détails. En fait, je le regarde et je lui réponds. Je suis absolument honoré de vous entendre faire ce compliment de connaissance de l'enseignement supérieur. C'est effectivement la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est enseigner à l'université. Mais sachez que je suis revenu dans ce pays pour travailler, pour le Cameroun. Et je ne demande qu'à travailler. Sauf que il y a une chose que je ne peux pas accepter, de servir de boîte aux lettres à qui que ce soit. Quand je lui ai dit ça, il m'a pratiquement chassé de son bureau. Parce qu'il a compris. Quand je lui ai dit, parce que parfois on vous nomme pour que vous ne soyez qu'un pion. Et je savais ce qui se passait dans la haute administration camerounaise. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent. On vient de couper votre salaire de moitié. Donc, vous n'avez pas de quoi manger. Je vais vous nommer à un poste où vous aurez de quoi manger. Et en ce moment-là, vous allez faire ce que je vais vous dire. Et comme les autres croient que vous êtes compétent dans le domaine, on va croire à ce que vous faites. Et vous ne serez plus qu'une marionnette. Lui a dit, non, je peux être la marionnette de personne. Je suis désolé. Il m'a chassé de son bureau. Ça, c'est le premier exemple que je vais vous donner. Le deuxième exemple, c'est quand, après une conférence, au lendemain de la publication du libéralisme communautaire de Paul Biya, j'ai fait une conférence et j'ai fini en prison quelques jours plus tôt, bon, en détention, disons en détention quelques jours plus tard. Et je me fais interroger par des commissaires de police de la prison.
ils viennent, ils m'interrogent sur ce que je fais à l'école, sur ce que je fais à l'université, sur les cours, le type de cours, de discours que je tiens, sur les lettres que je reçois. Je me rends compte que mon courrier était surveillé et que la revue que m'envoyait Mongo Betty était saisie. Je me rends compte que j'étais sous surveillance, quoi. Je me rends compte sous surveillance. Et puis, il commence à m'interroger là-dessus. Je lui dis, je répondrai à vos questions une seule fois, quand vous les aurez toutes énoncées. Quand vous aurez fini d'énoncer toutes vos questions, je vais y répondre. Mais je ne vais pas répondre question après question. Parce que je ne suis pas ici pour ça. Énoncer toutes vos questions. Cela lui a pris une semaine pour énoncer toutes ces questions. Et il les a énoncées. Elles étaient nombreuses. Mais en fait, elles étaient nombreuses, mais il tournait un peu autour du pot. Donc, à la fin, je lui ai dit, Monsieur le commissaire, vraiment, je vous remercie de toutes les questions que vous avez posées. Mais en réalité, je ne suis capable de répondre à aucune des questions que vous m'avez posées. Parce que vous m'interpellez sur la manière de faire mon métier, qui est celui de l'enseignant du supérieur. Je ne suis pas sûr que je puisse vous expliquer comment je fais mon métier et que vous compreniez ce qu'il y a en dessous. Donc, la seule réponse que je peux vous donner, monsieur le commissaire, elle est simple. Vous me donnez un papier, je signe ma démission de l'enseignement supérieur du Cameroun, vous prenez ma place pour enseigner, mais je ne prendrai jamais votre place comme commissaire de police. Je quitterai l'enseignement supérieur camerounais, mais je ne serai pas commissaire de police. Je ne peux pas faire ce travail. Donc, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas répondre à vos questions, parce que cela relève de mon métier, et je n'ai pas d'explication à vous donner à ce sujet, parce que je ne suis pas sûr que vous soyez compétent pour comprendre ce que je vais expliquer. Donc, ça s'est terminé comme ça. Je suis resté une semaine, 10 jours en détention, et à la fin, ils m'ont dit, vous pouvez vous en aller. Je lui ai dit, oui, vous pouvez, je peux signer ma démission. C'est pas grave. À la limite, c'est pas grave pour moi. Vous comprenez? Je comprends. Mais Voilà. ça me laisse, comment dire, oui, je sais pas. Vous savez, je ne sais pas. C'est difficile de ne pas abandonner. Mais bon, on va terminer sur. On peut parler des heures et des heures et des heures. Mais écoutez, je vous souhaite une. On ne peut terminer que de manière habile, sinon on va parler des heures et des heures. Mais disons qu'on le refera. Mais je ne peux, professeur, que vous remercier de m'avoir donné autant de votre temps. Vous souhaitez une très très belle année 2025, en vous souhaitant encore de longues années. Voilà. Je vous souhaite de voir un Cameroun meilleur. Voilà. J'espère moi aussi. Voilà, mais même si je ne le vois pas meilleur, j'aurais apporté ma contribution pour qu'elle soit meilleure à mon niveau. Non, mais ça c'est indéniable.